François Mitterrand à Moscou, après le dialogue de sourds des premiers jours, le ton était plutôt au dégel aujourd'hui. Georges Marchais retrouvé par Antenne 2, le numéro 1 du Parti communiste va bien et il travaille. De son côté, Anicet Le Port évoque des changements nécessaires au sein du Parti communiste. Premier succès pour les policiers dans la lutte contre le gang des postiches, 25 personnes ont été arrêtées à Marseille. Et puis le cinéaste américain Joseph Losey est mort aujourd'hui à Londres. Le metteur en scène du Messager avait 75 ans. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Deux chefs d'État face à face qui s'opposent sur l'essentiel et se le disent sans trop de détours. Deux chefs d'État qui réaffirment chacun sa position plutôt que de la sacrifier à un compromis de façade. Deux hommes, François Mitterrand et Konstantin Tchernenko, réunis autour d'une même table et qui prononcent des discours exactement contradictoires. C'était hier soir au Kremlin lors du dîner offert en l'honneur de la délégation française. L'illustration de ce qui avait ressemblé depuis le début de ce voyage à un dialogue de sourds. Pourtant aujourd'hui le climat s'est un peu dégelé et l'on a préféré revenir au dialogue tout court. Un dialogue que le président français souhaitait renouer avec ce voyage. Ce soir, François Mitterrand, au cours d'une conférence de presse, a même estimé que les rapports Est-Ouest n'étaient pas placés sous le signe de la glaciation. De Moscou, notre envoyé spécial, Georges Bortoli. Dans les relations franco-soviétiques, il n'y a pas de glaciation. Et je dois dire, m'adressant à vous, mais au-delà de vous, aux dirigeants soviétiques qui nous ont reçus, que si l'on est allé dans le sens souhaité d'une meilleure compréhension, cela est dû aussi, et pour beaucoup, à leur attitude. Ce n'est pas une glaciation, donc il y a plutôt eu réchauffement. Cette journée d'aujourd'hui a donc été celle de l'apaisement et elle contraste beaucoup avec la journée d'hier qui était au contraire celle des propos plutôt musclés. Hier soir, par exemple, on avait remarqué dans le texte du discours de M. Tchernenko cette phrase plutôt cinglante: « Ceux qui essayent de nous donner des conseils sur les droits de l'homme ne font que provoquer chez nous des sourires ironiques ». Monsieur Mitterrand n'a pas du tout tenu compte hier soir de ce genre de conseils, comme en fait foi l'enregistrement sonore de son discours, enregistrement sonore parce qu'aucune caméra n'était admise au Kremlin. Nous vous parlons parfois des cas ou des personnes, soit qu'elles soient symboliques, c'est comme cela qu'il faut comprendre l'émotion qui existe en Europe et dans beaucoup d'autres endroits, sur des cas qui touche à des citoyens de votre pays, comme il peut en exister ailleurs, comme il en existe ailleurs. C'est le cas du professeur Sakharov. Les soviétiques ont bien encaissé le reproche et M. Gromyko ce matin était plutôt dans ses jours souriants. Le silence officiel sur Sakharov étant ici un tabou, la preuve est faite qu'on peut violer dans une certaine mesure ce genre de tabou sans que les voûtes du Kremlin vous tombent sur la tête. M. Mitterrand peut donc se féliciter ce soir d'une certaine reprise franco-soviétique et du même coup, il peut se flatter d'une longueur d'avance sur les États-Unis. On peut donc parler d'un dégel après les frimas des premiers jours. Cela n'empêche que les interventions de François Mitterrand n'ont pas toujours eu le bonheur de plaire aux soviétiques. Un déplaisir que l'on a pu retrouver dans le traitement que les médias officiels ont fait des déclarations du président français, notamment hier soir. François Mitterrand a été tout simplement censuré par la Pravda. Alors l'aspect le plus officiel de la visite du chef de l'État s'est donc achevé aujourd'hui. Demain, François Mitterrand se rendra à Volgograd, une ville que les manuels d'histoire ont retenue sous le nom de Stalingrad. C'est l'une des batailles les plus meurtrières de la Deuxième Guerre mondiale. Elle a duré 135 jours, faisant près d'1 million de morts du côté soviétique. Gérard Rinet. Juillet 1942, les premières bombes allemandes tombent sur Stalingrad. Pendant plus de 200 jours, la bataille va atteindre un acharnement extraordinaire. Les soviétiques se battent pour chaque maison, pour chaque coin de rue. Les morts sont innombrables, les pertes en matériel sont terribles, mais jamais les Allemands n'arriveront à prendre complètement la ville, malgré des efforts considérables. Aujourd'hui, Stalingrad, c'est Volgograd, une ville d'1 million d'habitants. C'est cette ville symbole que François Mitterrand visitera demain. C'est là qu'il rendra hommage aux milliers de soldats soviétiques tombés pour la défense de cette ville. Pour François Mitterrand, il s'agit aussi, comme sur les plages du débarquement, de rendre hommage aux millions de morts soviétiques de la Deuxième Guerre mondiale.
En marge de ce voyage du chef de l'État en Union soviétique, vous devez encore savoir qu'une très forte explosion se serait produite au nord-ouest du pays, sur la péninsule de Kola, un site militaire soviétique ultra secret. Ce serait un dépôt de munitions qui aurait explosé, faisant de nombreuses victimes, mais aucune information n'a filtré du côté soviétique. Enfin, vous devez aussi savoir que François Mitterrand, après Moscou, se rendra le 27 juin au Portugal et le 29 en Espagne, thème de ses voyages, l'Europe. À 36 heures du coup d'envoi de la grande manifestation en faveur de l'enseignement privé, les responsables engagés dans cette opération lancent un nouvel appel au calme. Hier déjà, le ministre de l'Intérieur avait lancé un tel appel. Il apparaît aujourd'hui que des mesures de sécurité très importantes vont être mises en place pour éviter tout débordement. Dominique Thiers. La dernière grande manifestation des partisans de l'école privée, c'était le 4 mars à Versailles. Plusieurs centaines de milliers de personnes, un seul point de rendez-vous, un parcours rectiligne. Dimanche, les organisateurs attendent là encore des centaines de milliers de manifestants. Mais cette fois, ils partiront des différentes gares de Paris pour se retrouver tous à la Bastille. Une multiplicité des itinéraires qui ne manquent pas d'inquiéter les pouvoirs publics. Tout l'est de Paris sera bouclé. Gaston Defferre lançait hier soir un appel au calme. Jacques Chirac, aujourd'hui, réaffirme son soutien aux manifestants, mais rejette sur le gouvernement toute responsabilité en matière de sécurité publique. Je ne crois pas qu'il y aura des débordements. Il n'en reste pas moins qu'il appartient au gouvernement et à lui seul, le cas échéant, d'avoir les moyens nécessaires d'intervention pour éviter des débordements qui pourraient être des provocations et d'assurer ainsi, comme c'est son devoir, le droit à manifester qui doit être reconnu à chacun, à condition que ce soit dans le respect de l'ordre public dans une démocratie. 43 compagnies de CRS, 50 escadrons de gendarmes mobiles, près de 8000 hommes mobilisés ce jour-là. Côté organisateur, là aussi, le dispositif de sécurité est gigantesque, 25 000 personnes. Ils sont reliés entre eux par 80 talkie-walkie et des voitures téléphones et des cabines téléphoniques le long du cortège. Consigne particulière à l'intérieur des cortèges, signaler tout incident pour qu'on puisse porter assistance aux personnes. Et sur le service d'ordre statique, toute personne qui tenterait d'entrer dans le cortège ou de gêner la marche des cortèges. La RATP annonce pour sa part que la station de métro Bastille ainsi que 11 autres stations avoisinantes seront fermées dimanche midi jusqu'à la fin de la manifestation. À propos de la querelle scolaire, une interview d'Alain Savary va apparaître demain dans Libération. Le ministre y explique que le gouvernement se devait de rapprocher le fonctionnement des deux réseaux d'enseignement, c'est-à-dire le privé et le public, au moment où il engageait une rénovation globale du système éducatif en France. M. Savary reproche par ailleurs à la manifestation de dimanche d'avoir un caractère très politisé. Georges Marchais, qui avait disparu, physiquement disparu de la scène politique depuis les très mauvais résultats du Parti communiste aux élections européennes. Georges Marchais va bien, en tout cas il le dit. Serge Misrel l'a retrouvé ce matin et il lui a confié quel était son état d'esprit. 8h30 ce matin, un petit pavillon de banlieue quelque part à Champigny, c'est la demeure de Georges Marchais, qu'on n'a pas revu depuis dimanche soir, depuis le coup de tonnerre électoral qui a secoué le Parti communiste. Enfin, ce matin, nous le retrouvons. Il sort de chez lui. Pour l'instant, il n'est pas question pour lui de parler politique, sans doute pas avant le comité central de la semaine prochaine. Georges Marchais, tout de même surpris de nous voir. Bon, mais on se posait des questions quant à savoir où vous étiez. Mais je travaille. Depuis dimanche soir, tout le monde était un peu inquiet, faut le dire. Non. On ne m'aime pas tellement dans les milieux bourgeois pour être inquiet quand on ne me voit pas pendant quelques heures. Enfin, on s'est posé tout de même un certain nombre de questions quant à savoir où vous vous trouviez. Toutes les supputations étaient permises. Depuis dimanche, lundi, j'étais au comité central comme je vais d'habitude et je travaille. Je crois que nous pourrons témoigner maintenant qu'on vous a vu. Je suis en parfaite santé, en pleine forme. Georges Marchais se dit en pleine forme, mais l'image ne trompe pas. Il semble avoir été très affecté par l'échec. Et il n'a sans doute pas été surpris lui-même par les spéculations que son absence et sa discrétion ont aussitôt provoquées. Devait-il être remplacé? À cette question, Pierre Juquin, le porte-parole, a répondu clairement avant-hier. La succession, a-t-il dit, n'est pas ouverte. C'est vrai, du moins pour l'instant. Mais le départ éventuel de Georges Marchais n'est plus considéré comme un sujet tabou au sein du Parti communiste. Et c'est nouveau. Anicet Le Pors, ministre communiste de la fonction publique, n'hésite pas lui-même à évoquer sur notre antenne les questions de personnes
même s'il insiste sur le Je parle pluriel. du problème des personnes. Je ne personnalise pas à l'excès, sinon pour dire que chaque communiste doit être responsable des tâches qu'il a assumées dans le cadre de notre organisation et que personne ne saurait être à l'abri de la critique. Le mieux, bien entendu, c'est qu'il pratique à chaque instant ce que nous appelons l'autocritique, c'est-à-dire qu'il s'interroge sur la manière dont il accomplit sa tâche. Le débat donc pourrait se cristalliser sur Georges Marchais et les hommes qui dirigent le parti, mais les communistes garderont bien de désigner un successeur avant de définir ce qu'ils appellent eux-mêmes une ligne. Et sur ce point, le débat sera plus important, même s'il est moins spectaculaire. Il porte sur le fond. Certains dirigeants communistes, comme Roland Leroy, pensent que l'échec du 17 juin est dû essentiellement à la crise et à la rigueur imposée par le gouvernement. D'autres, comme Anicet Le Pors, estiment que les raisons sont plus profondes, plus graves même. C'est à leur avis l'image du PC qu'il faut revoir, son organisation, son comportement. S'est-il suffisamment adapté à l'évolution de la société française? Pourquoi n'a-t-il pas réussi à modifier son langage? Pour quelles raisons laisse-t-il les jeunes électeurs indifférents? À toutes ces questions, le Parti communiste devra répondre très vite s'il veut enrayer le déclin, s'il veut encore exister. Politique toujours avec la décision de l'UDF de ne choisir son candidat aux élections présidentielles qu'après les élections législatives de mars 86. Une décision qui fait suite à celle de présenter des candidats de cette même UDF à ces élections législatives, du moins au premier tour. L'Europe agricole joue son va-tout à partir de lundi avec le sommet européen de Fontainebleau. Les 10 seront condamnés à trouver un accord après les échecs successifs de ces derniers mois. Aujourd'hui, il y a péril en la demeure puisque si aucune solution n'est trouvée, les caisses de la communauté seront vides au mois d'octobre prochain, avec des conséquences immédiates pour les agriculteurs français et européens. Au centre de la discussion, il y a bien sûr la position britannique qui a très largement fait échouer les sommets précédents. Philippe Arroir nous explique maintenant dans quel état d'esprit la Grande-Bretagne se prépare à ce sommet. Depuis plusieurs jours, la Grande-Bretagne envoie des signaux à ses partenaires européens suggérant qu'elle est prête à accepter un compromis à Fontainebleau. Mais il y a un mais. Un compromis, oui, disait récemment Sir Geoffrey Howe, le chef de la diplomatie, mais à condition que nos partenaires fassent eux aussi une partie du chemin. À Bruxelles, au dernier sommet, on en était resté à des chiffres peu éloignés. La Grande-Bretagne demandait une réduction de sa contribution de 9 milliards de francs. Ses partenaires ne consentaient qu'à 7,2 milliards. Différence, 1 milliard 800 millions. Madame Thatcher acceptera-t-elle de couper la poire en deux? C'est possible, mais ce qu'elle veut surtout, c'est que ce problème de la contribution soit réglé définitivement. Les Allemands ont été les plus réticents à Bruxelles, parce qu'ils savent que si l'Angleterre paie moins à la communauté, eux devront payer plus. Pour montrer son bon esprit européen, le numéro 1 britannique a rendu public ces jours-ci des propositions pour la relance et l'avenir de l'Europe. Propositions valables si le problème de la contribution est réglé. Sinon, il y a toujours la menace britannique de tout bloquer, et le budget et les réformes indispensables à l'avenir de la communauté. Dans les milieux officiels britanniques, on n'ose plus rien prédire. Succès ou échec, on verra bien. On se borne à constater qu'un échec serait mauvais pour tout le monde. À Londres donc, on espère que chacun y mettra du sien. Madame Thatcher fera un bout du chemin, mais rien ne dit qu'elle ira bien loin dans les sacrifices. Cela dit, l'idée entendue ici et là qu'un non-règlement de la contribution britannique n'empêcherait pas l'Europe de fonctionner pourrait avoir semé quelques perturbations dans la position britannique. De même que l'idée de l'Europe à deux vitesses. De même que le résultat des élections européennes qui a été un mauvais point et pour Madame Thatcher et pour la Grande-Bretagne. Un chiffre à retenir en France, le relèvement du SMIC. Il devrait augmenter de 1,1% en juillet, portant le salaire minimum à un peu plus de 4 025 francs pour 39 heures. Une décision qui sera officiellement entérinée au cours d'un prochain Conseil des ministres. Arrestation à Biarritz d'un important responsable de l'ETA militaire qui était réfugié en France. Garaldé a été interpellé alors qu'il se rendait au bureau de poste de Biarritz. Le caïd du milieu marseillais, Gaëtan Zampa, qui passe en jugement depuis hier au tribunal de Marseille. Gaëtan Zampa a, semble-t-il, tenté de se suicider en s'ouvrant les veines du poignet dans sa cellule des Baumettes. Son état est toutefois jugé satisfaisant ce soir. Il n'a pas été nécessaire de l'hospitaliser. Le procès de Zampa et de ses 40 co-inculpés doit reprendre lundi.
Un coup d'arrêt aux méfaits du gang des postiches avec l'arrestation en flagrant délit de 25 malfaiteurs ce matin à Nice. La brigade de recherche et d'intervention est en effet parvenue à intercepter les gangsters qui venaient de commettre un hold-up. Ils avaient des armes et des postiches. Gaël Monlahuc. Ce matin, 7 hommes pénètrent dans cette banque pour y commettre un hold-up. Mais les policiers étaient là, ils les filaient depuis plusieurs jours sans savoir ce qu'ils préparaient. Le groupe parvient à s'enfuir. Les policiers n'interviennent pas directement pour ne pas prendre de risques, car ils savaient où les retrouver. Un témoin raconte. Quand je suis arrivé, est-ce que les truands s'étaient faufilés dans un immeuble? Parce qu'il y avait une 504 arrêtée. Et est-ce que les truands donc, étaient montés dans un immeuble et la police avait suivi? En tout cas, il y avait des policiers au balcon, il y avait des policiers partout. En fait, les policiers niçois procédaient à de multiples filatures depuis plusieurs semaines et ils connaissaient la planque des gangsters située au 2e étage de cet immeuble. Sur les lieux, ils procèdent à l'arrestation de 5 d'entre eux. Ils récupèrent ainsi la totalité du butin du dernier hold-up commis à Marseille. Ils trouvent les cagoules, les postiches, de nombreuses armes de gros calibre. 3 des gangsters sont fichés au grand banditisme. Leur équipe est localisée à Bastia. Il semble qu'en dehors de ce noyau de base, d'autres complices étaient recrutés au coup par coup. Ce soir, 25 personnes au total sont entendues dans les locaux niçois. Un complice a été arrêté ce matin en Corse. Il faut attendre la suite de l'enquête pour savoir si ce coup de filet niçois a bien et bien démantelé le fameux gang des postiches. Voici maintenant des semaines que ce gang, que l'on a surnommé les postiches parce qu'il opère affublé de faux nez ou d'autres masques, voici plusieurs semaines qu'il tient la police en échec. Et l'on finissait par penser qu'il est insaisissable. Hervé Brusini. Le 30 septembre 81, à Paris, ils inventaient une nouvelle forme de casse. Attaquer 2 jours et en commando les agences bancaires, avec pour chacun un rôle précis. Les uns maîtrisaient le personnel de la banque, les autres organisaient un comité d'accueil pour les éventuels clients, pendant que le reste de la bande, avec marteau, burin et perceuse, cassait en des temps records les coffres des chambres fortes. Mais ce qui a surtout fait leur célébrité, ce sont bien sûr leurs postiches qu'ils utilisaient à chaque hold-up. Le casse était devenu pour eux une véritable industrie. Plus de 3500 coffres percés en 2 ans et demi. Mais le 24 mai 84, peut-être la date de leur dernier méfait, à la caisse d'épargne de Chatou, ils changent de stratégie. Cette fois, c'est l'attaque de nuit. Le directeur est pris en otage. 350 coffres sont percés. Aujourd'hui, notre porte blindée s'est refermée sur eux, la porte d'une prison. Un autre coup de filet réussi par la police, cela s'est passé à Reims, cette fois où 2 réseaux de trafiquants de drogue ont été démantelés. Les trafiquants écoulaient de l'héroïne et du hashish, un trafic qui porterait sur 2,5 millions de francs. Thierry Calmette. Une maison banale près de Reims, mais aussi une voiture de luxe. C'est ici que vivait le demi-grossiste en héroïne, Michel Morer. Morer venait de purger une peine de 8 ans de prison. 18 mois lui ont suffi pour organiser le trafic. Il s'approvisionnait en gros à Amsterdam. L'héroïne partait pour la Côte d'Azur, à Cagnes-sur-Mer, où elle était coupée et reconditionnée par un complice, Laurent Colus. Ensuite, une partie de la drogue revenait dans la région rémoise. Un réseau de revendeurs très structuré se chargeait de l'écouler, réseau dirigé par une amie de Morer, Catherine Audin. Tout était prévu, y compris le blanchissement de l'argent ainsi récupéré, à Dizy, petite ville à 10 km de Reims. Plus de 250 millions de centimes, l'argent de la drogue, sont ainsi passés dans la caisse de la propriétaire de ce magasin de lingerie de luxe. Mieux, les trafiquants avaient trouvé une couverture idéale. Un bijoutier honorablement connu, trempé lui aussi dans le trafic. Jean Henriot, un notable, était président de l'association des commerçants. À Dizy, on n'en croit pas ses oreilles. Ça vous a étonné, l'arrestation? Oui, beaucoup, oui. 40 interpellations, 25 personnes inculpées. Il semble que la police judiciaire de Reims ait entièrement démantelé le réseau. De plus, un trafic de hashish et de bijoux volés complète l'affaire. Une initiative originale et terriblement d'actualité, l'ouverture demain à Paris des assises de la survie. Un mouvement lancé en 1981 par 80 prix Nobel qui ont signé un appel pour tenter de venir à bout de la faim dans le monde. La campagne Survie 84 a permis de dégager un véritable consensus en France sur ce sujet puisque 6000 maires représentant des grandes et des petites villes sans distinction d'appartenance politique, de même que de nombreux députés et des sénateurs, au total les représentants de 17 millions de Français sont engagés
messagers se sont engagés à combattre ce que l'on appelle le génocide silencieux. Le réalisateur américain Joseph Losey est mort aujourd'hui à Londres, il avait 75 ans. Joseph Losey était l'un des grands noms du cinéma, on lui doit de très nombreux films, les plus connus en France, ce furent certainement Le Messager, Palme d'Or à Cannes et Monsieur Klein. Joseph Losey venait tout juste de terminer son dernier film. France Roche nous rappelle. C'était en 1971. Joseph Losey recevait le premier prix au Festival de Cannes pour Le Messager. Revanche d'un réalisateur dont la carrière avait failli être brisée par le macarthyisme. Chassé de Hollywood pour mener anti-américaine à l'époque de la chasse aux sorcières, Losey s'était expatrié en Angleterre à 42 ans, après 6 films américains. Paradoxalement, c'est cet exil qui lui permettra de tourner à Londres, à Paris ou à Rome ses meilleurs films. À travers The Servant, Eva, L'Accident, Cérémonie secrète, Losey dirigera les plus grandes vedettes. Richard Burton et Romy Schneider dans Trotsky, Elizabeth Taylor dans Boom, Jane Fonda dans Maison de poupée, Alan Bates et Julie Christie dans Le Messager, Ruggiero Raimondi dans Don Juan. Il venait de finir il y a 3 semaines son dernier film, Steaming, avec Vanessa Redgrave et Sarah Miles qu'il avait eu comme interprète déjà dans The Servant, son chef-d'œuvre. Et c'est dans ce film que Dirk Bogarde devint l'interprète idéal de Losey. Leur collaboration en compta 4 autres, dont Pour l'exemple et L'Accident. Bogarde savait mieux que quiconque, grâce à la retenue puissante de son jeu, servir le style de Losey fait de silence et de cris. Silence où l'on sent la pression de désirs défendus, d'espoir inavouable, et cris qui sont à la fois punition et libération. My name's Barrett, sir. Oh, God, of course. I'm so sorry I fell asleep. Il avait me donné le courage d'être qui je veux comme un comédien. Et il me donnait le courage aussi pour faire une bataille pour gagner de l'argent pour le film, pour le tournage. Pas pour nous, pour le film. Il aussi était vraiment un génie du cinéma. Aujourd'hui, vous avez perdu dans le monde du cinéma un géant. Hein? Et moi, j'ai perdu un ami. Et c'est pour moi, j'étais pas surprise, parce qu'il était malade depuis quelques mois. Et il y a toujours un problème, peut-être sera mal. Et ce matin, c'était mal parce que j'ai fait un coup de fil chez lui, à la maison, et je parle avec Madame Losey. Elle me dit, c'est une détérioration, on dit ça, soudain, depuis hier, parce que je téléphone chaque jour. Et soudainement, elle me dit, excusez-moi, elle part, le téléphone était là, mais il est mort. C'est soudain. Joseph Losey, donc, qui est mort ce matin. Les footballeurs de l'Euro 84 ont pris aujourd'hui un jour de vacances à la veille de la première demi-finale qui opposera demain la France au Portugal. Le match se jouera dans le superbe stade de Marseille. On connaîtra demain seulement la composition de l'équipe de France. Mais Richard Diot n'a pas attendu pour aller voir les tricolores se préparer à ce match décisif. C'est dans ce superbe domaine, à Vernègue, aux Dents de Marseille, que l'équipe de France a pris hier ses quartiers d'été et la petite troupe d'Hidalgo a eu droit à une détente bien méritée. Tout le monde a fait semblant d'oublier le match contre le Portugal demain soir. Chacun a tenté de ne pas penser à cet adversaire tout à fait imprévu. Ce n'est pas du tout l'adversaire prévu. On était content que l'Allemagne soit éliminée. J'espère que on saura profiter de cette joie qu'on a eue, sans pour cela mésestimer le Portugal, sachant que s'ils sont là, c'est qu'ils doivent mériter leur qualification. C'est un pays qui nous ressemble un petit peu. Je dis nous, latins. Oui, mais alors ça, c'est pas forcément un avantage. La récréation a été de courte durée, particulièrement pour Yvon Leroux, blessé au genou contre le Danemark le jour de l'ouverture du championnat d'Europe à Paris. On a cru que l'on ne le reverrait pas avant la fin de la compétition. Et pourtant, il paraît rétabli et il est question de le faire jouer contre le Portugal. L'entraînement, on a toujours une petite retenue, mais en match, tout ça, ça disparaît. Et on rentre dans le match en pleine condition. Et si je joue et si jamais je dois prendre un ballon, je mettrai le pied comme il le faut. En dépit de la discrétion de l'entourage des Français, le petit stade champêtre de Saint-Canaan n'avait jamais connu une telle affluence. Jamais non plus les enfants n'avaient pu approcher leurs idoles d'aussi près. Ouais, mais un petit bled comme ça...
Ça fait drôle quand même, hein, parce qu'on pensait qu'ils allaient venir jouer ou s'entraîner à Marseille carrément. Ah, ils sont super. J'espère qu'ils vont rapporter la Coupe d'Europe. Ce matin, à l'issue du dernier entraînement, Hidalgo s'est donné 24 heures de réflexion pour donner son équipe et poursuivre la traversée de la rivière, comme il dit. Nous sommes au milieu de la rivière, il nous reste 90 minutes pour arriver en finale et après tout sera possible, mais pour l'instant nous ne pensons qu'au match contre les Portugais. Ça va pas être facile, enfin on peut jamais parler avant un match, on sait pas si... on ne sait pas comment ça va se passer, qui va marquer, ça va marquer, il va faire chaud, on va courir, on va pas courir, on va être un gardien va glisser, on ne sait pas, on peut pas parler, on essaiera de gagner, de faire le maximum comme on fait chaque fois. Après, si éventuellement on passe, on jouera la finale, on pensera de la même façon. Il y a un tiercé demain à Longchamp. Voici les pronostics de Pierrette Bresse. Il y a 15 partants et elle vous suggère le 5 Port-Franc, le 12 Donne-Laurel, le 11 Belbery, le 1 Nature, l'As Nature plutôt, le 10 Tamines ou Tamine, le 2 Tumulto, le 8 Mehdi et le 3 Espoir de Fers. Et maintenant la météo avec Alain Gillot-Pétré, casaque jaune et grise. Oui, jaune et grise, pochette jaune pour le soleil, grise pour les nuages. Ça aurait pu être un très beau samedi demain. Ça ne le sera pas. Il y aura des nuages, gâchent tout. Ils ne sont pas très méchants. Regardez-les sur la photo satellite. Ils ont abordé le nord-ouest du pays. Aujourd'hui, c'est du stratocumulus, donc des nuages de l'étage bas. Et donc, ça n'est pas très méchant. Ils vont traverser du nord-ouest au sud-est. Il est possible qu'ils se réactivent en Méditerranée pour donner des orages. Donc, c'est un temps qui sera assez mitigé pour demain. Pour dimanche, ce front-ci va basculer par le nord-ouest et descendre lui aussi vers le sud-est. Tout de même, il y aura beaucoup de soleil demain, malgré tout, consolons-nous, regardez la carte. Donc, en milieu de journée, ces nuages se situeront du Massif central au Jura et aux Alpes. Petite pluie, petits orages, davantage d'orages sur le soir au sud-est, où auparavant il aura fait très beau, avec un vent de nord et un vent de nord-ouest assez fort, mais irrégulier quant à la force. Sur le sud-ouest, après dissipation des brouillards, ce sera du beau temps. Et après le passage de ces nuages, eh bien, ce sera du beau temps aussi. Simplement, une petite instabilité pourrait donner des Flandres au nord de la Seine et aux Ardennes, quelques averses en fin de journée, simplement. Donc, vous voyez que malgré tout, qu'il y aura quand même pas mal de soleil. Mais il y aura tout de même des nuages. Côté température, de 16 à 22 degrés sur la moitié nord, c'est stationnaire par rapport à aujourd'hui, et c'est normal pour la saison, et de 21 à 26 degrés sur la moitié sud, peut-être une petite baisse sur la Méditerranée, mais enfin, c'est pas terrible, hein, 26 degrés, c'est encore bien bon. Demain, samedi 23 juin, 1 minute de soleil en moins. Eh oui, maintenant on va vers le solstice d'hiver, on a le temps. Levé 5h47, couché 21h58, c'est la Saint-Audrey qui a donné son nom à un fort beau cyclone de l'Atlantique, et c'est aussi la fête du Luxembourg. Alors bonne fête aux Luxembourgeois qui nous regardent et qui sont très nombreux, et ils ont bien raison de le faire. Le dernier journal vous sera présenté par Patricia Charnelet vers 22h50, demain 12h45 antenne de midi, et je vous retrouverai à 20h. Très bonne soirée en notre compagnie.